Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Libre. Israël a mené des frappes aériennes intensives sur le sud du Liban, visant selon son armée un site souterrain du Hezbollah en cours de réhabilitation. Cette opération intervient en dépit d'un cessez-le-feu de 7 mois, alimentant les tensions croissantes. Des explosions assourdissantes ont secoué le sud du Liban. Israël a mené une série de frappes aériennes massives visant plusieurs sites dans la région de Beaufort, près de la frontière. Les autorités libanaises ont fait état d'une personne tuée et 20 blessés. Un drone israélien a visé un appartement dans un immeuble de la ville de Nabatillé, tuant une femme et blessant 13 personnes. L'aviation israélienne avait auparavant mené une violente offensive aérienne de grande ampleur sur des zones boisées environnantes, au cours de laquelle des missiles à forte puissance explosive ont été largués. Ces bombardements ont blessé 7 autres personnes d'après le ministère de la Santé publique. Les cibles visées, selon l'armée israélienne, des positions tenues ou utilisées par le Hezbollah. Un communiqué affirme que Tsahal a identifié des tentatives de réhabilitation d'un ancien site souterrain utilisé pour le tir et la défense par l'organisation. Ce site a été détruit, sa reconstruction viole les accords conclus, indique toujours ce communiqué de l'armée israélienne. En début de semaine, 5 personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans les régions de Nabatillé et du Liban Sud. L'armée israélienne affirme avoir visé des membres du Hezbollah, dont le directeur d'une société de change accusé de financer le mouvement. Alors que les tensions nucléaires entre Téhéran, Washington et Tel Aviv atteignent un nouveau sommet, l'Iran dément toute reprise imminente du dialogue avec les États-Unis. Emmanuel Macron met en garde contre un retrait iranien du traité de non-prolifération nucléaire qu'il qualifie de scénario catastrophique. Après 12 jours de guerre entre l'Iran et Israël, un fragile cessez-le-feu est en place. Mais une autre bataille commence, diplomatique cette fois. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, assure qu'il n'y a pas de plan de négociation avec les États-Unis pour le moment. Pourtant, Donald Trump prétend le contraire. Il a déclaré qu'un accord avec l'Iran pourrait être signé prochainement. Du côté de Téhéran, le guide suprême Ali Khamenei minimise l'impact des frappes américaines sur les sites nucléaires tout en affirmant que la République islamique a, selon ses termes, giflé l'Amérique. Mais en coulisses, le ministre des Affaires étrangères reconnaît des défis dont des installations nucléaires endommagées. Pour leur part, les Iraniens oscillent entre soulagement et crainte. Les Israéliens ne tiennent jamais leur parole. J'espère que cette fois-ci sera différente, témoigne un habitant de Téhéran. Le Parlement iranien a voté en faveur de la suspension de sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le président français Emmanuel Macron a déclaré « Si l'Iran quitte le traité de non-prolifération, ce serait le pire des scénarios. Le monde ne pourrait plus rien contrôler. » La France et l'Allemagne appellent l'Iran à revenir à la table des négociations, alors qu'une question primordiale s'impose. La diplomatie peut-elle reprendre le dessus ou une nouvelle crise nucléaire se prépare-t-elle? Le ministre israélien de la Défense a révélé qu'Israël était prêt à éliminer le guide suprême iranien Ali Khamenei lors des récents affrontements avec Téhéran. Cette déclaration illustre l'intensité de l'escalade militaire malgré le cessez-le-feu désormais en place. Une révélation qui en dit long sur le niveau de tension entre Israël et l'Iran. S'il avait été dans notre ligne de mire, nous l'aurions éliminé, a déclaré le ministre israélien de la Défense Israël Katz à la radio publique Cannes. Mais selon le ministre, le dirigeant iranien se serait caché dans des bunkers souterrains à grande profondeur, rendant impossible toute frappe ciblée. Une opération envisagée, mais abandonnée avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 24 juin. Israël Katz a néanmoins conseillé à Khamenei de rester caché, en référence à Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, tué dans une frappe israélienne en septembre 2024. Israël a lancé une vaste offensive aérienne sur les sites iraniens le 13 juin,
affirme avoir détruit les capacités d'enrichissement de l'uranium et les usines de missiles de son ennemi juré. Katz a déclaré qu'il faudra à l'Iran des années pour reconstruire ses installations, mais Israël ne le permettra pas. Nous avons toujours la supériorité aérienne et nous sommes prêts à frapper à nouveau si nécessaire, a-t-il déclaré à Channel 12. Cette déclaration explosive du ministre israélien a ravivé les inquiétudes malgré l'arrêt des combats. Virulent critique de l'OTAN lors de son premier mandat, Donald Trump est apparu étonnamment conciliant au sommet de la Haye. Encensé, entouré et choyé par ses homologues, le président américain semble s'être réconcilié pour l'instant avec l'Alliance atlantique. À La Haye, c'est un Donald Trump transformé qui est apparu au sommet de l'OTAN. Après des années de critiques et de menaces de retrait, le président américain a changé de ton. Je suis venu ici parce qu'il le fallait, mais je repars ému par l'amour que ses dirigeants portent à leur pays, a-t-il déclaré. Accueilli en grande pompe, Trump est apparu charmé par l'attention et surtout satisfait. Les membres de l'Alliance ont promis d'augmenter leurs dépenses militaires comme ils le réclamaient depuis des années. Dès son retour à Washington, la Maison-Blanche a diffusé une vidéo triomphale. Sur sa plateforme Truth Social, Trump a parlé d'une journée merveilleuse avec des dirigeants incroyables. Un revirement spectaculaire pour celui qui, en 2018, a critiqué l'Allemagne menacée de quitter l'OTAN et poussé le Premier ministre du Monténégro sur scène lors d'un sommet à Bruxelles. Selon les analystes, ce revirement est le résultat d'une offensive de charme orchestrée par l'OTAN. Un sommet court, une communication maîtrisée et des engagements financiers en sa faveur. Mais en coulisses, l'Ukraine a brillé par son absence à ce sommet. Aucun journaliste n'a pu assister à la rencontre entre Trump et Zelensky, et la déclaration finale ne mentionne pas la future adhésion de Kiev. Trump est-il devenu un allié durable de l'OTAN ou un simple partenaire de complaisance? L'Alliance pourrait le découvrir lors des 3 prochains sommets, si elle parvient à garder sa politique de complaisance à l'égard du tumultueux Donald Trump. En Arménie cette fois, la confrontation entre l'Église apostolique et le gouvernement s'intensifie. Après l'arrestation de 2 évêques accusés de tentative de coup d'État, la police a tenté d'arrêter un 3e prélat, déclenchant une vive polémique. En Arménie, la tension monte entre les autorités politiques et l'Église. Des policiers masqués ont tenté d'arrêter l'archevêque Michael Adjapayan dans la résidence du chef de l'Église apostolique, Karégil II. La police a été bloquée par des prêtres et des fidèles qui ont fermé les portes pour empêcher l'arrestation. L'archevêque, accusé d'avoir appelé au renversement du gouvernement, nie toute implication. Je n'ai jamais représenté une menace pour mon pays. La vraie menace, c'est le gouvernement, a-t-il déclaré. Cet incident survient 2 jours après l'arrestation de l'archevêque Bagrat Galstanian, figure de proue de l'opposition au Premier ministre Nicole Pachinian. Accusé de fomenter un coup d'État, il est actuellement détenu avec 14 autres personnes. Depuis plusieurs mois, les relations entre l'Église apostolique et le Premier ministre se dégradent. Nicole Pachinian est accusé d'avoir cédé des territoires à l'Azerbaïdjan et d'avoir appelé au renversement du catholicos Karagil II, le chef spirituel de l'Église. Dans un pays où l'Église joue un rôle historique central, ces événements marquent un tournant sans précédent. Et voici des événements culturels à suivre pendant la semaine prochaine avec l'agenda culturel. À Aix-en-Provence, ville natale de Paul Cézanne, une exposition unique rend hommage à l'un des plus grands peintres modernes. Des chefs-d'œuvre du monde entier sont réunis dans une réinterprétation intime et spectaculaire du lien de l'artiste avec sa terre natale. À Aix-en-Provence, le temps semble s'être arrêté.
Plus d'un demi-siècle après sa mort, Paul Cézanne revient en majesté dans sa ville natale. L'exposition marque l'un des temps forts de la saison culturelle en France. Ainsi, Aix-en-Provence scelle sa réconciliation avec son citoyen le plus célèbre. Moi vivant, aucun sésame n'entrera au musée, avait promis Henri Poitiers, conservateur du musée Granet d'Aix en 1906, à la mort du peintre français. Le commissaire Bruno Elie de l'exposition souligne que celle-ci rassemble 135 peintures, dessins ou gravures venus des grands musées publics ou privés, ou encore de collectionneurs d'une quinzaine de pays. L'exposition, pour laquelle plus de 50 000 billets ont été prévendus, devrait attirer jusqu'à 400 000 visiteurs pour admirer des œuvres prêtées par les galeries et musées du monde entier et issues de collections personnelles d'artistes tels que Picasso. Le territoire provincial de Paul Cézanne est un triangle minuscule selon le commissaire Bruno Elie, mais qui lui suffit pour réinventer la peinture et attirer et autour de sa ville natale des visiteurs du monde entier. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.